Bonjour, alors voilà la dernière vidéo pour le dernier chapitre de physique de Terminal S, donc je termine sur le laser. Alors on a vu que un laser émettait de la lumière par émission stimulée, ce qui est donc très intéressant pour les utilisations qu'on peut en faire en physique, en médecine, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, également en métallurgie, on fait des découpes très précises grâce à des faisceaux laser. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc il y a un petit souci quand même pour faire de l'émission stimulée, c'est que pour que cette émission stimulée ait lieu et soit suffisamment efficace, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'atomes et d'électrons de ces atomes dans un état excité, donc un état d'énergie supérieure, que dans l'état fondamental, qui est celui qui est le plus bas en énergie. Or, naturellement, c'est pas ce qui se passe, puisque les électrons ont plutôt tendance à se trouver dans l'état fondamental. Donc, pour que on puisse réaliser tout de même l'émission stimulée dans le laser, on réalise ce qu'on appelle une inversion de population. On prend une pompe, alors pas une pompe à vélo qui aspirait de l'air, mais une pompe à électrons en quelque sorte. Je vais vous expliquer de façon un peu moins caricaturale en quoi ça consiste après. Donc on fait ce qu'on appelle un pompage optique parce qu'il va y avoir intervention de la lumière dans ce phénomène-là, et c'est comme si on aspirait des électrons et qu'on les faisait passer dans un état excité. Alors il y a quand même une petite subtilité, c'est que même si on fait ce pompage pour faire passer des électrons dans un état excité, on ne va pas prendre le premier état excité, ici E2, juste au-dessus du niveau fondamental, on va faire intervenir un troisième état excité, E3, donc d'énergie supérieure à celui de E2. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que les transitions étaient très rapides. Si on faisait passer uniquement des électrons dans le niveau E2, très très vite, sur des durées de l'ordre de la nanoseconde, ils retomberaient dans l'état fondamental. Et on n'aurait pas le temps, ici, d'envoyer des photons pour provoquer l'émission stimulée. Donc en faisant intervenir un troisième niveau, donc on fait ce pompage optique, on fait passer beaucoup d'électrons dans un état excité E3, spontanément ils vont retomber, mais pas directement dans le niveau fondamental, ils vont passer à E2, et comme on a rajouté en quelque sorte une étape supplémentaire, là on a le temps d'envoyer ici, quand l'électron est retombé dans le niveau d'énergie E2, on a le temps d'envoyer des photons pour provoquer le phénomène d'émission stimulée. Donc l'émission stimulée, elle a lieu ici. Donc on aurait ici le pompage qui correspondra en quelque sorte à une absorption, on fait passer beaucoup d'électrons dans un état excité. Ici en pointillé, une désexcitation qui est une émission spontanée, ça se fait tout seul, et c'est ici, entre le niveau E2 et E1 ici, qu'on provoque l'émission stimulée, donc il y aurait envoi de photons à ce niveau-là. Bon, alors comment on fait concrètement, parce que c'est assez imagé ce que j'ai expliqué ici. En fait, pour faire ça, il faut sans arrêt provoquer le passage d'électrons dans un niveau d'énergie E3. Et pour ça, on peut envoyer de la lumière, on envoie des photons. Alors on pourrait dire qu'on envoie de la lumière sous forme d'impulsion, sans arrêt on envoie des impulsions. C'est pas forcément très pratique à faire. En fait, on envoie une seule fois de la lumière, imaginons qu'on soit parti de cet envoi ici, dans le récipient, l'enceinte dans laquelle se trouvent les atomes qui vont subir ce phénomène d'émission stimulée. Donc on fait un premier envoi de lumière, ça traverse. Quand la lumière traverse, une partie de son énergie est absorbée. Si on a bien choisi les longueurs d'onde en fonction de la différence d'énergie E3 moins E1, il y aura bien absorption et passage dans l'état d'énergie E3. Mais on ne le fait pas qu'une fois. Et au lieu, comme je disais, de faire sans arrêt des renvois, des réémissions de lumière, on utilise des miroirs. Donc la lumière traverse une première fois, oui, mais quand elle va taper ici sur un premier miroir, elle va être envoyée. De nouveau, elle traverse l'enceinte contenant les atomes, etc. Elle vient retaper sur un autre miroir. On a sans arrêt, comme ça, là, des allers-retours de lumière, donc sans arrêt des passages d'électrons du niveau fondamental à un état excité. Donc on appelle ça une cavité résonante, parce que le phénomène de résonance en physique est beaucoup utilisé en musique également pour obtenir des sons qui sont libres, ça correspond à une amplification. Donc là, on amplifie un phénomène qui ne devrait avoir lieu qu'une seule fois et qu'on provoque donc un grand nombre de fois. Donc les deux miroirs aussi, il y a un miroir plan type miroir de salle de bain et un miroir concave, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, une partie de la lumière s'échapperait de cette cavité. Et avec le miroir concave, on reconcentre la lumière sur l'enceinte dans laquelle se trouvent les atomes. Et donc on dit aussi qu'on réalise là un oscillateur optique entretenu. Alors pourquoi oscillateur ? Les oscillations en physique, c'est un phénomène d'aller-retour par rapport à une situation d'équilibre. Optique, parce que ça utilise de la lumière, ça en émet aussi d'ailleurs, et entretenu, parce qu'une fois que le phénomène est enclenché, a priori on n'a plus besoin d'intervenir, ça s'entretient tout seul sans avoir besoin d'une intervention extérieure. Bon, c'est un principe assez simplifié pour le laser, si vous faites encore de la physique dans l'enseignement supérieur, on vous expliquera un petit peu plus, mais c'est un phénomène qui est complexe et qui a été découvert finalement assez récemment, je disais il y a quelques dizaines d'années.
Ce point de cours est le dernier là pour le programme de physique de l'année de Terminal S. Alors simplement sur la dernière page, j'ai terminé sur un document qu'on a déjà vu en début d'année. Si vous vous souvenez, le tout premier chapitre de physique, la toute première activité, vous montrait tous les domaines dans le spectre électromagnétique. Et vous connaissez beaucoup de choses associées à ces domaines-là. Alors, soit on peut regarder avec l'axe qui est orienté vers le bas, qui donne des longueurs d'onde. Donc les longueurs d'onde croissantes sont celles on va vers les longueurs d'onde croissantes en allant vers le bas. Ou alors on peut raisonner en énergie, parce que delta E c'est hc sur lambda, plus la longueur d'onde est grande, plus au contraire l'énergie est petite. Alors si on part des petites longueurs d'onde, on a le domaine des rayons gamma. Alors on n'a pas retravaillé ensemble dessus cette année sur les rayons gamma, par contre vous en avez parlé en première quand vous avez fait un peu de physique nucléaire. Donc ça c'est utilisé en physique nucléaire et donc en médecine nucléaire également. Les rayons X sont utilisés en médecine, donc pour ceux qui vont aller en médecine dans quelques mois, quelques semaines, on pourrait dire maintenant, c'est utilisé en radiographie. Il s'appelle comme ça parce qu'on ne comprenait pas très bien comment ça fonctionnait, pourquoi ça traversait la chair, la peau par exemple, mais pas les os. Donc c'est pour ça que Röntgen, l'allemand qui a découvert les rayons X, les a appelés comme ça. Ensuite, vous avez le domaine des ultraviolets et de la lumière visible. Vous remarquez d'ailleurs que la lumière visible, c'est qu'une toute petite partie du spectre électromagnétique finalement, mais elle est importante pour nous puisque justement c'est la seule qui est visible. Ça, on l'a utilisé plutôt en chimie cette année quand on a fait de la spectrophotométrie. On a vu que certaines substances, certaines molécules absorbaient de la lumière visible ou ultraviolette et qu'on pouvait, alors si c'est de la lumière visible absorbée, on peut remonter à la couleur ou bien à une concentration d'espèces chimiques via la loi de Beer-Lambert. Le domaine des infrarouges, donc l'absorption d'infrarouge, c'est utilisé pour obtenir des spectres infrarouges et donc déterminer le type de liaison présent dans une molécule organique. Donc là, on est plutôt dans le domaine des molécules. Les micro-ondes, on en a parlé quand on a parlé des transferts d'énergie thermique. Donc dans un micro-ondes, on va provoquer des mouvements de molécules d'eau qui vont être associés à une élévation de température. Et puis on finit par le domaine des ondes radio, les ondes radar font partie également de ce domaine-là. Ça, on l'a évoqué quand on a parlé de tout ce qui était transmission d'informations, puisqu'on a plutôt travaillé sur le téléphone par exemple, mais c'est le même principe. Donc vous connaissez tous ces domaines-là et certaines de leurs applications. Alors la partie qui est là, j'en parle pas trop parce qu'on n'a pas vraiment identifié les énergies associées, mais pour ceux qui l'année prochaine, à la rentrée prochaine, vont continuer à faire de la physique et de la chimie, au lieu de vous parler comme ça d'exemples assez précis avec des domaines d'application, vous allez voir qu'on vous montrera que ces différents phénomènes que j'ai évoqués là sont associés à des domaines d'énergie, donc nucléaire, électronique, vibrationnel, rotationnel, et qui n'agissent pas à la même échelle au niveau de la matière. Donc les rayons gamma, ça agit au niveau de l'énergie nucléaire, donc l'énergie des noyaux. La lumière ultraviolette ou visible, c'est de l'énergie dite électronique au niveau des atomes. L'infrarouge, les micro-ondes, c'est des énergies vibrationnelles ou rotationnelles au niveau des molécules. Voilà. Donc c'est donc la transition vers la suite qui vous attend, ou pas peut-être d'ailleurs, suivant ce que vous allez faire l'année prochaine, mais vous retrouverez ce spectre très régulièrement, qui est un bon fil conducteur en physique. Voilà, donc dans ce que je viens de vous montrer, vous devez être capable d'expliquer le principe de fonctionnement d'un laser, expliquer ce que c'est que l'inversion de population, pourquoi il faut la faire, et expliquer ce que c'est que ce fonctionnement en cavité résonante. Le spectre sur lequel je viens de terminer n'est absolument pas à connaître. Vous deviez connaître simplement les domaines de longueur d'onde, vous l'avez appris dans le premier chapitre de physique de l'année, et savoir les classer par longueur d'onde croissante. Mais les valeurs associées, et ce que j'ai montré à droite, là, ce n'est pas quelque chose qui est exigible pour vous. Voilà, et bien c'était la dernière vidéo pour le cours de physique. On s'arrête là.